Hello tout le monde et bienvenue dans le podcast. On est avec Simon aujourd'hui. Bienvenue et merci de prendre ce temps d'être avec nous. Salut, salut Bouti. Alors présente-toi en quelques mots quand même que les gens sachent qui tu es, ce que tu fais, parce que si je le fais, je sens que je vais écorcher. En plus, tu as un peu deux facettes. Tu bosses dans une boîte qui a une solution liée à l'intelligence artificielle, mais toi aussi, à côté, tu as tes projets. Tu t'intéresses aussi à l'IA d'une autre manière. Ouais, alors pour refaire un bref parcours, en fait initialement je viens du monde de la biomécanique et des neurosciences. En fait, j'ai fait une thèse sur les interactions entre hommes et exosquelettes. Donc grossièrement, c'était étudier J'adore. com- comment les gens se comportent quand on les équipe d'un exosquelette. Donc un exosquelette, c'est un dispositif qu'on met sur nous et qui va nous aider soit pour faire de la rééducation chez les gens qui ont perdu l'usage d'un membre, soit pour aider les gens à travailler dans la vie de tous les jours, personnes qui transportent des colis, des choses comme ça. On peut les équiper d'un exosquelette pour éviter qu'ils se fassent mal au dos. Et donc, ça, c'est mon parcours. J'ai fait un doctorat là-dessus. Et ensuite, j'ai travaillé aussi comme j'étais intéressé par le monde de la donnée, data science, tout ce qui est analyse statistique, un peu d'intelligence artificielle aussi. Et donc, je me suis un peu formé tout seul là-dessus et j'ai travaillé quelques années dans ce domaine-là. Et maintenant, mon travail, donc je travaille dans l'entreprise qui s'appelle Ergo Santé, qui est basée dans le sud de la France, à Anduze. Anduze, c'est une toute petite ville, c'est à côté, pas très loin de Montpellier. Que je Et connais très bien parce que ma maison familiale est ouais, juste à ça, côté. On va manger des glaces à Anduze à chaque fois. Donc c'est ça c'est la vraiment, petite. c'est Ouais, le hasard. Et d'ailleurs, pardon, je rebondis. On s'est rencontrés comme ça après une de mes conférences. Et toi, tu étais sur la table ronde après ma conférence. Et quand tu as dit Anduze, mais j'étais comme un fou. Donc, ouais, et ouais, pardon, ouais, donc tu disais, ta boîte est c'est un basée à peu Anduze. touristique Anduze, donc il y a quelques personnes qui Ouais. connaissent, mais c'est vrai que c'est pas courant quand même de rencontrer des gens qui connaissent bien Anduze. Et donc la boîte Anduze donc s'appelle Ergo Santé. Et en fait, c'est une entreprise donc, qui fait plein de choses autour de l'ergonomie. Ils font de la fabrication de sièges, ils font de l'aménagement de postes ergonomiques, donc sièges de bureau, pardon, j'ai pas précisé, aménagement de postes ergonomiques. Ils font des exosquelettes aussi. Donc c'est comme ça d'ailleurs que je suis rentré en contact avec eux. Et dernièrement, ils ont développé une application qui utilise l'intelligence artificielle pour faire de l'analyse ergonomique. Donc c'est une application qui s'appelle Léa, donc qui est disponible sur tous les stores comme une application classique. Et c'est une application, en fait, en filmant quelqu'un, l'application est capable de déterminer si la personne prend des risques posturaux ou non. Et l'idée, après, c'est de dire, ben, cette personne-là, sur le travail qu'elle est en train de faire, elle a un risque de se blesser sur le long terme au niveau du dos, des épaules, etc. Et donc ça, c'est Ouais. un peu la solution d'intelligence artificielle développée par Ergo Santé. Et c'est Et sympa, donc, hein. Quand j'ai vu la petite démo, c'est ce qui est pratique, c'est surtout enfin tu filmes au portable quoi, direct. ouais, C'est ça voilà. qui est sympa. En Ouais. fait, donc moi, je suis arrivé après le développement de l'application. Maintenant, je participe beaucoup à essayer de l'améliorer, analyser les données qu'on sort de l'application, voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Mais en fait, l'application, elle a été développée dans un but premier qui est être hyper simple à utiliser, quoi, rendre accessible cette technologie. En fait, la technologie s'appelle la pose estimation. C'est une technologie qui existe déjà, mais c'est difficile à utiliser, quoi. C'est-à-dire qu'il faut un peu s'y connaître, programmer, etc. Là, nous, on a voulu la rendre hyper facile, quoi. Sur une application, on filme quelqu'un et on a direct des résultats comme ça. Et Ouais. après, bien sûr, il y a un volet ergonomie. Donc là, il y a tous des algorithmes qui essaient de transformer les données qu'on enregistre avec l'application en données utilisables et qui font sens pour les médecins du travail, les ergonomes. Donc c'est un outil, quoi. On essaie La, d'utiliser l'IA comme un ouais. outil. La santé, c'est vraiment, je trouve, le domaine le plus intéressant au niveau des bénéfices Ouais. qu'apporte l'IA pour l'humanité, quoi. J'ai l'impression, mais ça, j'en touche un mot très rapidement dans mes interventions, mais j'ai pas le temps d'aller plus loin et j'aimerais beaucoup. C'est pour ça que je fais aussi des formats comme ça parce que les gens se focalisent souvent sur les aspects négatifs de l'IA, qui existent, hein, et faut pas les cacher et regarder de l'autre côté, etc. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs, autant dans la désinformation, les deepfakes, etc. C'est complexe comme sujet, mais
si on prend un pas de recul et on regarde les avancées dans la médecine et le potentiel qu'il y a dedans, Ouais, un truc de malade. Et encore, toi, ouais, c'est carrément. c'est un petit aspect, mais c'est hyper Ouais, c'est vaste, sûr. quoi. Mais je crois que la première un peu utilisation de l'IA qui avait beaucoup fait parler, c'était les chercheurs qui avaient réussi à améliorer vraiment la détection de cancer sur des radios Ouais, 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 grâce ouais. à l'IA. Mais je crois que tu en parlais d'ailleurs dans ta Ouais, conférence. j'en ai brièvement, c'est un exemple. Après, le truc, c'est que d'après ce que j'ai compris, dans la médecine, ils ont quand même un peu serré les vis pour pas que intégrer des solutions d'IA à tort et à travers, quoi. Ce Ouais. qui est pas forcément mauvais, parce que ça Bah, il faut peut. que ce soit bien utilisé, quoi. C'est comme tout. Puis en plus, l'IA, c'est hyper large. Donc, enfin, là, en Ouais, ce moment, ce qui fait beaucoup parler, c'est l'IA générative de texte ou ouais, d'image. Mais en fait, des algorithmes, enfin, souvent, nous, d'ailleurs, quand enfin, en interne avec les équipes techniques, on parle pas trop d'IA, en fait. On parle d'algorithmes, de machine learning, enfin, de des algos qui nous permettent de faire des solutions. Et quand on met plein de briques ensemble comme ça d'algorithmes, eh bien, à la fin, on a ce qu'on peut appeler une IA. Mais IA, c'est tellement général que ouais, parfois, on se perd un petit peu. Et je pense que les IA appliquées bah, pour la détection d'images, comme nous on fait, ou pour la détection de cancer sur des radios, ou des choses comme ça, c'est des IA très spécifiques. ouais. Et d'ailleurs, ça marche bien aussi parce que c'est spécifique. Je pense que c'est une des limites actuelles de l'IA. C'est enfin, limite, c'est utilisable comme ça en tout cas, mais c'est que ça marche bien sur un cas d'usage précis. Par exemple, ChatGPT, c'est très fort pour générer du texte ou de l'image, mais Et dès que tu vas encore, le mettre dans un autre ChatGPT, c'est contexte, hyper polyvalent par rapport à. oui, Apparemment, la raison pour laquelle il avait créé à la base, c'était plus axé pour les traductions, la technologie des Transformers, là. Et ouais, c'est vrai. donc, c'est déjà. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais ouais, C'est vrai que je crois qu'ils ont eu, les premières fois, ils ont été un peu surpris même que ce soit aussi ouais. polyvalent, hein. Ouais, Mais j'avais vu ça, un podcast ouais, là-dessus. Le mec, un des co-auteurs du papier scientifique en 2017 sur les Transformers, mm, sur les mécanismes d'attention justement, et il disait à la base, on n'imaginait pas du tout tout ce que ça pouvait générer derrière. Nous, on a juste regardé ça d'un point de vue traduction, générer des textes, traduire, mais il n'y avait pas. Et c'était vachement surpris des réponses, de la polyvalence. Mais c'est clair que quand tu t'entraînes une IA spécifique avec des algorithmes spécifiques sur des datas spécifiques, elle est clairement là, plus. ouais. Hmm. L'exemple classique, c'est catégoriser des images, quoi, entre chien, chat, etc. Bah, au début, ça marche pas très bien. Et Ouais. plus tu l'entraînes, plus tu lui donnes à manger, plus c'est fort. Et c'est là aussi où je trouve que c'est assez intéressant l'évolution que ça prend, c'est que tu te rends compte que toutes les IA, elles sont assez polyvalentes si elles ont de la donnée à ingérer. Et j'ai vu un article passer récemment sur LinkedIn où en fait il y a des chercheurs qui ont essayé de donner à l'IA des données à manger qui ont été elles-mêmes générées par l'IA. Et en fait, tu te rends compte que rapidement il y a un drift et que la précision en fait dérive assez vite. Et du coup, tu te dis, bah, si le contenu sur Internet, les images qui sont générées restent toujours générées par l'IA et que l'IA ensuite utilise ça pour s'entraîner, eh bien, on va vers une dérive, quoi. Et en tout cas, il Bah, faut trouver des solutions ouais, pour c'est ça. bizarre. C'est bizarre comme problème parce que c'est un truc auquel on pense pas forcément au quotidien. Que l'IA mange tellement de données et qu'aujourd'hui, elle a besoin d'en consommer encore, entre guillemets. Et ils sont obligés d'en créer des factices, des bases de données d'images en fait, artificielles pour nourrir l'IA. Mm. C'est un peu improbable. Mais ouais. Non, non, c'est clair. Mais attends, je me demandais, je voulais revenir parce que j'ai plein de questions sur ton truc là. Déjà, exosquelette, moi tu me dis ça, je suis un gamin, hein, j'imagine tout de suite les trucs, les robots et tout. Au-delà même du cadre du travail, même si c'est le plus important. Mais déjà, en quoi est-ce que toi, t'as dû utiliser l'IA avec ces exosquelettes? Parce que je sais que dans la robotique, il y a de l'IA. Dans certains programmes, hein, notamment pour la dextérité, etc. Est-ce que c'est lié l'IA et les exosquelettes? Et en quoi? Alors nous, déjà à Argo Santé, là où je travaille, on fait que des exosquelettes passifs. Donc il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'électronique dedans. D'accord. Donc c'est juste
En fait, la brique technologique qu'on a et qui est un peu innovante, c'est le matériau qu'on utilise. Ok. Euh, et donc, l'idée, peut-être, pour l'instant, on n'en est pas là, mais l'idée, ça serait d'utiliser, pourquoi pas, l'IA ou en tout cas des algorithmes de modélisation pour améliorer ces matériaux. Donc, dans ce sens-là, nous, on peut intégrer l'IA dans le processus de fabrication. Sinon, pendant ma thèse, effectivement, je travaillais sur de la robotique, parce que là, je travaillais sur des exosquelettes robotisés. Et alors, on n'appelle pas ça de l'IA vraiment, mais on avait des algorithmes de contrôle en fait qui sont parfois ils sont assez complexes pour qu'on puisse de l'extérieur avoir l'impression que c'est une intelligence artificielle. Mais Ok. ça reste des algorithmes, c'est une chaîne de calcul Oui, après qu'on des programme à algorithmes l'avance. simples, c'est aussi de l'IA, Une mais c'est forme pas d'IA, l'IA telle ouais, qu'on la connaît aujourd'hui, c'est hein. ça. On est sorti des algorithmes simplifiés. Maintenant, on a l'impression que tout ce qui est intelligent, c'est IA. Enfin, même moi, à un moment donné, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui est IA, qu'est-ce qui n'est plus IA? Il y en a tellement partout, mais en fait, pas forcément telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec justement l'apprentissage et l'autonomie, quoi. Et pour donner un peu plus de détails sur ce qu'on essayait de faire pendant ma thèse, c'était, tu vois, en fait, on essayait de faire en sorte que l'exosquelette il suive le mouvement de la personne. Et alors, ça paraît tout bête comme ça, mais en fait, Euh, il faut que le robot, il soit, comme il a un temps de calcul et un temps pour processer les informations, il a toujours un petit temps de retard sur l'humain. Quand ouais. l'humain bouge, le robot, il est en retard. Et donc, tu le sens, quoi. Quand toi, tu bouges, ça te gêne un petit peu. Et donc, l'idée, c'est de trouver les meilleurs algorithmes de contrôle pour diminuer ce temps de latence et faire en sorte qu'il n'y ait pas de cette petite gêne dans l'interaction. Et on avait des collaborateurs, par exemple, qui utilisaient de quoi mesurer l'activité musculaire pour envoyer cette information au robot. Et comme il y a un petit délai aussi entre le moment où tu as la décharge électrique dans le muscle et le moment où le muscle s'active vraiment, eh bien, ça nous laissait un peu de temps pour, pendant ce laps de temps, activer aussi les moteurs du robot. Donc comme ça, on arrivait Ah. à faire bouger le robot presque en même temps que l'humain. Et ça faisait une sorte de mini prédiction, quoi. Le robot arrivait à prédire un petit peu le mouvement de l'humain, et comme ça, on pouvait améliorer l'interaction. Et ça, j'ai pas du tout suivi. Sur les exosquelettes, je m'y connais pas bien. On en est là aujourd'hui? Il y a des Ouais, exosquelettes, disons la pointe de la technologie, parce que vous avez une approche différente avec ces exosquelettes un peu passifs. On y reviendra d'ailleurs, on va avoir des exemples, mais on en est là à avoir ce suivi quasiment instantané? bah, en fait, ça dépend un peu. Il y a tellement d'applications différentes des exosquelettes que ça dépend vraiment le domaine dans lequel tu choisis. Quand c'est un humain qui est parfaitement valide et que tu veux lui mettre un exosquelette pour l'aider dans la vie de tous les jours, ça marche assez bien. C'est-à-dire qu'on arrive bien à suivre les mouvements, etc. Mais souvent, les gens préfèrent ne rien avoir du tout. Hmm. Ça va les gêner plus qu'autre chose. Par contre, Ils utiliseraient pour avoir plus de force, par exemple. C'est ouais, ça? Pour porter souvent, des alors choses ou... nous souvent, enfin, le but souvent des gens qui conçoivent les exosquelettes, c'est pas ça, c'est plus d'assister. Et donc, on va plutôt vers un public qui a soit des déficiences motrices, soit Oui, je parlais carrément justement pour l'autre ouais, public qui n'ont pas de déficience, c'est pour les augmenter, entre guillemets, c'est ça? pour les augmenter. Ben, il y a un peu l'armée qui travaille là-dessus, Ouais, mais ils publient pas beaucoup, du coup, ouais, parce qu'ils sans sont blague. un peu secret défense. Mais oui, eux, ils travaillent par exemple pour, c'est pas tellement pour augmenter la force, mais c'est plus pour augmenter l'endurance. Par exemple, faire un exosquelette des jambes qui permet de porter un sac à dos lourd. Et le but, Ouais, c'est pas que le soldat porte quelque chose de plus lourd, mais qu'il puisse porter quelque chose avec le même poids, mais plus longtemps. d'accord. Mais ça, oui, effectivement, ça se développe. Et par contre, là où il y a des avancées qui sont assez énormes, c'est pour les personnes qui sont tétraplégiques ou paraplégiques. Il y a, je pense à deux innovations notamment. Il y a l'entreprise Wondercraft en France. En fait, pour le coup, la France sont assez bien placés sur ce domaine-là. D'accord. Donc, il y a Wondercraft, eux, ils ont un exosquelette. Alors, je suis pas un grand spécialiste de leur solution, mais en gros, c'est un exosquelette corps complet qui permet à des gens qui ont plus l'usage de leurs jambes de remarcher. Et en fait, l'exosquelette se base sur le déséquilibre du haut du corps. Quand tu vas te pencher en avant, Hmm, l'exosquelette capte qu'il y a un déséquilibre et commence à marcher. Donc ça permet à des gens qui ont plus l'usage de leurs jambes de se déplacer debout. Et souvent, c'est un peu quelque chose d'important pour eux parce que la posture ouais. assise, c'est
dans la vie de tous les jours, c'est pas hyper. Tu vois, t'es toujours en dessous par rapport aux gens. Il y a plein de choses auxquelles t'as pas accès. Ah, t'as pas de mobilité. Ouais. Retirer de l'argent dans la rue, passer un trottoir, des choses comme ça, c'est toujours un peu galère. Donc ça, c'est une innovation qui, ils en sont encore au stade de la démonstration. C'est très cher comme produit, donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'usage concret, mais en tout cas, la technologie avance bien. Et le deuxième truc auquel je pense, c'est une équipe c'est le CEA de Grenoble. Alors, ils sont en partenariat avec d'autres universités à l'international. Eux, ils ont fait un exosquelette complètement branché sur le cerveau d'un patient tétraplégique. Waouh. Et en fait, avec l'activité cérébrale, ils arrivent à faire bouger l'exosquelette. Alors, c'est un peu lent, c'est pas très fluide, mais sur un patient, ils ont réussi à. Enfin, le patient arrive consciemment à bouger le bras de l'exosquelette, bouger les jambes. Donc, lui, il a un corps dont il a plus le contrôle puisqu'il est tétraplégique. Et dans l'exosquelette, il arrive quand même à bouger, à faire des petits mouvements Ouais, c'est volontaires, quoi. incroyable. Et Alors, ça, c'est assez. là-dedans, l'IA, elle joue quel rôle? Dans les algorithmes, ils sont, j'imagine aussi peut-être plus efficients, plus. Ouais, bah, il y a je pense, enfin, je connais pas exactement les algos qu'il y a derrière, mais il y a un énorme travail en fait, de traduire les signaux cérébraux, les signaux d'activité du cerveau en commande pour l'exosquelette. Et là, alors, je saurais pas te dire exactement ce qu'ils ont mis dedans, mais Oh tu non, imagines mais. qu'il y a il y a des réseaux de neurones, il y a du traitement du signal, il y a je pense qu'il y a beaucoup de briques technologiques ensemble qui Ouais. font que bah, ils arrivent à faire le pont entre activité cérébrale et action et faire marcher les moteurs de l'exosquelette. Tu sais, moi, j'ai vu ce. C'est totalement puéril ce que je vais te dire, mais j'ai vu ce. C'est pas un manga, c'est un dessin animé, peut-être manga, sur Netflix, je crois, où ils font de la boxe Mhm. avec les exosquelettes. Je sais Ouais, pas, t'as déjà vu ouais, ça? je vois, Ça, c'est je vois, vraiment je vois. il y a plein de trucs de science-fiction où il y a un peu un futur, on va dire, dystopique un petit peu. Et il y a des exosquelettes. J'ai jamais trop compris. Même dans le truc Arcane là, qui est sur Netflix, qui est sorti là, l'animé. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un animé d'image de synthèse. C'est un peu dans le fantasme humain d'un futur où on a des exosquelettes, surtout pour se battre d'ailleurs. J'ai souvent Dans remarqué. Avatar aussi, dans Avatar, il y Euh, en a un. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Mais Et ça, oui, elle en revient à l'armée aussi, hein. Ouais. c'est la troisième application. C'est vrai que j'y ai pas pensé quand tu m'avais posé la question tout à l'heure, mais ça m'y fait penser maintenant. C'est que la troisième application où les exosquelettes sont utilisés et où ça marche très bien, c'est la téléopération. C'est Hmm. tu te mets dans un exosquelette. En chirurgie, ils font beaucoup ça. Tu Ouais, te mets dans on un voit souvent des exosquelette. vidéos, un mec en Voilà, Chine à 5000 exactement. km à opérer. D'accord. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas Mais ça, pensé en termes d'exosquelette comme ça, ouais. donc en fait, le chirurgien se met dans un exosquelette. Donc ça peut être exosquelette que des mains ou des bras, et en fait contrôle un robot à distance. D'ailleurs, Dingue. l'exosquelette sur lequel je travaillais pendant ma thèse, moi, c'était un exosquelette qui était développé par le CEA initialement. Et le CEA, en fait, ils font des interventions dans des milieux risqués, puisque c'est le commissariat à l'énergie atomique. Ok. Et en fait, initialement, ils développaient ça pour faire de la téléopération en milieu radioactif. Donc, comme ça, l'opérateur pouvait intervenir de l'extérieur. Et il y a un robot à l'intérieur qui fait la vraie manip. Tu penses qu'on va avoir. Alors là on parle d'applications en médecine, dans l'énergie, dans des sujets un petit peu sérieux. Et aussi, est-ce que tu penses que dans le futur, on aura également à nos côtés, au quotidien, plus de robotique, plus de compagnons physiques? C'est une bonne question. Je sais pas si c'est. Je pense que c'est possible. En tout cas, il y aura la technologie pour le faire parce que, tu vois, en ce moment, bah, je pense que c'est en train d'arriver. Mais quand tu combines un peu des IA génératives, type ChatGPT ou des choses comme ça, avec de la robotique, clairement, tu peux avoir je pense, des dispositifs qui sont c'est hyper facile d'interagir avec. Ça marche Ouais, très bien. La question après, je pense, c'est plus, est-ce qu'il y a la volonté de le faire? Enfin, moi, je suis un grand utilisateur d'IA. Tu vois, j'utilise l'IA générative tous les jours. Là, moi, quand je code, par exemple, tu vois, j'ai une IA qui me fait des autosuggestions, des choses tu comme ça. utilises quoi, toi?
Comme, J'utilise pardon, je beaucoup rebondis un peu dessus parce que je voulais Copilot. te poser la question. Ouais, Copilot, ouais. Copilot, Et c'est quoi le, c'est GitHub? Non, c'est quoi le truc de Copilot ouais, Microsoft? c'est GitHub, ouais. Ouais, C'est c'est GitHub ça, ouais. Copilot. En fait, il y a Copilot, maintenant ils ont créé une espèce c'est une IA générale répartie dans toutes leurs apps. Tu vois, maintenant c'est dans Word, dans Excel, dans Power Ouais, ouais. BI, dans des choses comme ça. Mais avant, leur premier truc, c'était la génération, enfin, aider à la génération de code. Donc ça, j'utilise beaucoup au quotidien. Ou ben, ChatGPT, je pense comme tout le monde, hein, quand tu as besoin de reformuler des choses, de Ouais. traduire n'importe quoi. Mais ça Mais pour m'intéresse autant, tu sur vois, le code, ouais. Genre, on y reviendra, on mais pourra en ouais, ouais, dis-moi. parler, ouais. Mais ouais, du coup, j'allais dire, pour autant, moi, je suis pas forcément un grand fan de la robotique. Tu vois, tout ce qui est domotique et tout, c'est quelque chose qui m'intéresse pas tellement. Tu vois, je trouve que souvent, c'est plus facile de faire les choses soi-même et c'est plus fluide. Ouais. Alors, sûrement que ça changera un jour, mais mais je pense qu'en fait, ce sera surtout une question de choix. Est-ce que les utilisateurs voudront le faire ou pas? Ouais, Et c'est comme, clair. et comme, C'est et comme clair. toujours, il y aura des gens pour et des gens contre, hein, c'est sûr. Hmm. Moi, j'ai une théorie. Hmm. C'est que dans le futur, ça ressemblera un petit peu plus à Star Wars, dans notre relation avec les robots. Parce que quand tu regardes dans Star Wars, alors je te parle pas de tout le truc système intergalactique, etc., mais la relation qu'ils ont avec les droïdes et toutes sortes de robots, ils ont un peu toutes leurs spécialités. Ils n'ont pas Hmm. une même relation qu'avec un être humain, mais il y a une connexion émotionnelle quand même. Et chaque robot a un peu sa spécificité. Il y en a, c'est plus des robots de maison. Il y en a, bah, c'est plus pour réparer. Alors bon, c'est un vaisseau, mais ça peut être réparer ta bagnole. Mais il y en a, c'est un robot un petit peu à tout faire que tu as dans la poche, un mini robot. Et en fait, ils ont tous des spécialités, des personnalités un petit peu différentes. Et j'ai la sensation que chacun dans le futur, et ce sera sûrement pas tout le monde, mais aura le choix de prendre un robot qui a telle ou telle fonctionnalité pour réparer, pour nettoyer, pour faire des tâches en fait qui correspondent à ton quotidien, quoi. Mais avec cette attache émotionnelle. Moi, je suis sûr, parce qu'en Mhm. fait, moi, j'ai un petit robot, tu sais, je te l'avais vu sur scène, Ouais, je l'avais vu, ouais. et pas encore, c'est pas encore ça, hein. Aujourd'hui, on n'y est pas, mais je trouve ça super intéressant. Pourtant, moi, j'ai jamais été un, tu sais, je suis un peu la science-fiction, les animés et tout. Moi, j'aime bien, hein, je suis un gamin, mais pourtant, les robots, c'est jamais été trop mon délire. Et là, évidemment, maintenant que je travaille plus sur le sujet de l'IA, ça m'a intéressé d'avoir accès à ce robot qui a une intelligence spatiale, qui sait reconnaître les gens, qui peut faire des trucs un petit peu du quotidien. Et franchement, il y a un truc trop bizarre, c'est que quand tu le mets sur ton bureau, donc c'est un robot qui peut, pour les gens qui l'ont pas vu, hein, je t'ai créé un petit peu, il a une grosse tête et un écran en fait où on peut lire ses émotions avec ses yeux, il est content, et machin, etc. Et il marche, et c'est assez impressionnant comment il marche, je trouve, c'est assez fluide. Il peut même danser et tout. Il a des capteurs, quand on touche, il sait qu'on le touche, quand on le soulève, il est pas content, il peut pas tomber parce qu'il voit le bord. Mais ce qui est en fait impressionnant, c'est que quand on l'éteint, on sent qu'il y a moins de vie, il y a moins de... Même si il n'y a pas de conversation, en fait, parce qu'on n'est pas dans le niveau du mode vocal avancé de ChatGPT, mais... et moi, je Mais je, pense que quand on sera à ce niveau-là, les gens, ils vont se dire, ah, c'est sympa quand même d'en avoir un, ça sera un mix entre Alexa et un petit robot et un petit compagnon, il fera aussi des trucs comme ChatGPT, il nous aidera sur différentes tâches, c'est sûr. je pense que la clé dans tout ça, pour que ce soit de plus en plus utilisé et plus en plus facile à utiliser, c'est l'interface, quoi. Et Ouais, c'est là où, tu vois, les assistants, maintenant, quand tu peux parler à ChatGPT, ben, l'interface, elle est incroyable, quoi. ouais, Pour nous, c'est une interface il n'y a hyper pas de naturelle. friction. Et en fait, au mieux, tu améliores l'interface. Et tu vois, c'est pareil, tu dis que ton robot, quand tu le touches, il capte. Bah ça fait partie de l'interface. Et tout ça, je pense que là, les grosses améliorations qu'il y a actuellement dans ce domaine-là, de l'intelligence artificielle, ça va aider à tout l'interfaçage. Et comme tu disais, avec peut-être des robots très spécialisés dans un domaine, mais comme il y aura cette couche d'interface avec l'humain qui sera hyper fluide, bah, ça va sûrement aider à faire en sorte que ces robots soient
plus utile, plus présent. Après, je pense que c'est quand même encore, on est quand même encore loin de quelque chose qui pourra ressembler à de l'interaction humaine ou Ouais, c'est clair. souvent c'est amené comme ça aussi dans, par exemple, dans le milieu médical pour s'occuper de personnes âgées ou des choses comme ça. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est des limites. Après, ça devient des limites un peu éthiques aussi à mettre. Ouais, ça c'est Euh, sûr qu'à un moment donné, il y a, comme tu disais, il y a les choix, et il y a l'éthique et les données, et ça peut être invasif et ouais. mais c'est comme tous les outils, en fait, il faut choisir où est-ce que tu mets les efforts, où est-ce que ça vaut le coup de mettre les efforts pour avancer dans telle ou telle direction. Et, et c'est là aussi où je trouve que ça se développe tellement vite que parfois tu te dis qu'il y a des gens qui mettent les efforts pas forcément au bon endroit. Quand tu vois Hmm. par exemple l'IA générative, toutes les dérives avec les deepfakes, les choses comme ça, tu te dis il y a tellement d'efforts qui est mis là-dedans. Et c'est presque dommage, quoi. Il y a des gens, je pense, qui sont hyper compétents, qui passent du temps, qui consomment des ressources de calcul énormes pour des Hmm. buts qui sont pas très jolis, Mais quoi. je, Donc, mais je pense que l'innovation, c'est un peu le propre de l'innovation dans le système capitaliste tel qu'il marche aujourd'hui. Ce serait idéalement, on pourrait la guider davantage, fermer les vannes des mauvaises utilisations et dire bah, on veut plus qu'il y ait d'innovation verte et d'innovation utile et d'innovation éthique, etc. Et dans la médecine. Mais en réalité, c'est les choix du marché, hein. C'est le marché qui, quand même, qui guide. Les capitaux, ils vont massivement dans un domaine, ce qui va marcher, ce qui va rapporter. Et dans le lot, il y a des innovations vertes. Dans le lot, il y a des innovations subventionnées qui sont bonnes pour l'humanité. oui, c'est sûr. Mais ça, je pense que c'est un. Pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que c'est un sujet, je pense, enfin, l'économie, c'est très compliqué à comprendre. Moi, non, je comprends pas tout du, du tout, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais ça fait longtemps que je m'y intéresse, que je lis dessus, etc. L'innovation est aussi imbriquée dans le fonctionnement de l'économie et du capitalisme. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, en fait, pourquoi on peut pas contrôler ces mauvaises pratiques d'innovation. Pourquoi on mettrait pas plus là-dedans que là-dedans? Et en fait, faut comprendre quand même la logique générale. Qu'est-ce qui attire les capitaux? Qu'est-ce qui favorise l'innovation, les conditions, etc. C'est pas évident, hein. C'est pas évident comme sujet. Bah, c'est un système complexe, quoi, qui est géré par personne. Et moi, j'aime Hmm. bien la métaphore sur ça, sur l'innovation. Tu sais, quand il y a dans le développement du cerveau, par exemple, tu as une phase quand le cerveau se forme, où tu as plein de connexions et de neurones il y a une prolifération de neurones et de connexions entre les neurones. Ok. Et après, il y a une phase qu'on appelle l'apoptose où il y a des connexions qui se cassent. Ouais. Tu brises des connexions et tu gardes que les connexions pertinentes pour contrôler Ah ton ouais. corps, savoir parler, etc. Et je trouve dans l'innovation, souvent c'est ça, c'est que tu es obligé de passer un peu par une phase où tu explores tout, même si c'est pas très Ouais. pertinent. Et après, naturellement, en fait, bah, c'est les choses les plus pertinentes, ou en tout cas qui sont soutenues par une économie, qui vont rester et qui vont ensuite s'ancrer et Et poursuivre. on retrouve ça, ouais, t'as raison, c'est une bonne métaphore. Et on retrouve ça dans plein de trucs en fait, hein. Parce que moi, sur la créativité, c'est ce que je dis avec le principe de divergence, d'explorer plein d'idées et Mm. ensuite certaines qui restent. Là, dans l'innovation au niveau un peu, si on prend un pas de recul, une vision sur de sociétale, enfin sur le fonctionnement de l'économie, on retrouve ça. Mais aussi les IA elles sont développées comme ça. Il y en a beaucoup qui sont développées comme ça Mm. aussi. On en tue un paquet hein, dans l'histoire parce que sont, elles marchent pas comme on voudrait. Non, c'est vrai, t'as raison. Et c'est pas évident qu'on se dit, bah, pourquoi on n'interdirait pas, pourquoi on mettrait pas des lois, mais c'est hyper compliqué, hein. Malheureusement, on est obligé de favoriser un maximum. Après, là où il y a de l'espoir, je trouve, c'est que, quand même, moi, j'étais pessimiste là-dessus avec les questions environnementales. Mais je trouve quand même que le marché arrive pas mal pas à dicter, mais à, à- à amener certaines pratiques des entreprises. Moi, j'étais un petit peu sceptique, tu sais,
de certains militants environnementaux. Je me disais, bah, ça sert à rien de parler, en fait. Mieux vaut mettre en place certaines choses, avoir des Mm. solutions concrètes. Mais quand même, ce que je remarque, c'est que la prise de conscience, elle a quand même pas mal aidé à dicter le choix, à changer les choix de certains consommateurs. Dans un supermarché, au lieu de prendre le... Ah, tiens, peut-être en fait, parce que c'est dans ma tête quelque part, j'ai entendu, je vais plutôt prendre bio. Du coup, les entreprises se disent, merde, pour gagner plus de profit, parce que c'est quand même un peu la course au profit, hein, c'est ça aujourd'hui, je vais faire du bio. Et je pense que dans l'IA, il y a encore un espoir de ça. Que les gens se disent, bah oui, mais quand même, mes données, alors je sais que tout le monde n'est pas sensible aux données, on les donne un peu n'importe comment, moi le premier, hein, mais qui, qui soient plus sensibles aux dérives de l'IA et que du coup les entreprises développent des solutions dans ce sens-là. Pas par Ouais. altruisme, par vertu, mais parce qu'ils savent que ça va plus parler aux gens. Je sais pas, t'en penses quoi de cette Bah, théorie à dessous? ouais, bah, je pense que quand même, globalement, enfin, moi, j'ai tendance aussi à être optimiste, hein, mais moi, je me dis, il y a les grandes entreprises, en tout cas, qui sont à la pointe en ce moment, l'IA, donc les grandes entreprises américaines, Google, Amazon, etc. Euh, globalement, quand même, ils essayent, et c'est bon pour leur business aussi, ils essayent de créer des solutions qui sont utiles et acceptées par tout le monde. Hmm. Je pense que le premier exemple qu'on a où tout le monde fournit ses données à Google, mais quelque part, le retour qu'on a, c'est l'utilisation de Google Maps, tu vois, Ouais. qui est un outil ultra, enfin, c'est extrêmement utile, quoi. Tout le monde l'utilise tous les jours. Sans ça, je pense que tu vas aller dans une adresse que tu connais pas, tu mets deux fois plus de Ouais, des temps, gens qui tu me sais disent plus non, non, comment non, faire. mais Waze, c'est beaucoup mieux. Waze, c'est bah oui, mais Ouais. ils ont racheté Google. Ouais. Oui, bah ouais, C'est je crois qu'ils sont basés sur les mêmes données de toute façon. Ouais, Donc, non, mais de toute façon, on revient. Ouais, c'est clair, mais, bien sûr. et ça c'est un exemple, je trouve, où ben, effectivement, il y a un intérêt commercial derrière, mais l'outil en soi est très utile. Et si on arrive, enfin, ChatGPT, c'est pareil, il y a un business derrière, il y a peut-être que les intentions des gens qui l'ont créé derrière, je sais pas ce qu'elles sont, mais sont peut-être pas très roses, mais toujours est-il que l'outil est quand même à disposition. Je veux dire, tu peux accéder à ChatGPT enfin, gratuitement, Ouais. et c'est un outil qui est quand même hyper pratique, quoi. Ne Je sais serait-ce pas si. que, Ouais. ne serait-ce que, moi, ça m'arrive pour des questions un peu bêtes, juste de discuter avec ChatGPT, je trouve que juste pour moi, ça me permet en fait, en formulant ma question, de réfléchir moi-même en fait. Ouais, Souvent, mais tu carrément. l'utilises comme une interface. C'est pas tellement la réponse qu'il va te donner qui est importante, c'est plus le processus de Hmm. formuler une question. Et, Ouais, et t'as ça, ouais, je trouve raison. que c'est hyper intéressant. T'as raison parce que je pense que tout est dans les questions, mais même les questions qu'on se pose à nous-mêmes ou qu'on pose à des mentors, à des coachs ou même à nos amis, compagnes, quoi. C'est souvent c'est quand l'exprimes effectivement que tu te dis mais en fait qu'est-ce que je veux? En fait qu'est-ce que je cherche? Mm. Mais tu le structures. C'est la qualité des questions, hein, mais qui détermine la qualité des réponses. Bah ouais, bien Même sûr. parfois t'as pas la réponse. Ouais, non, t'as raison. T'as raison. Mais j'allais dire justement, là c'est tout récent, je sais pas si ça date d'hier, avant-hier. OpenAI, là, ils veulent mettre leur dernière formule pro à 200 euros par mois Ah ouais, pour que tu aies accès complet au modèle O1. ok. Euh, alors, je sais pas si tu as expérimenté un petit peu avec, je voulais revenir un petit peu au code parce que toi, tu n'utilises pas forcément ce modèle-là. Mais la raison pour laquelle ils le mettent aussi cher, c'est que c'est le modèle le plus avancé en termes de raisonnement qui n'est pas en réactif. Il ne donne pas une réponse intuitive, mais réitère ce challenge lui-même. Ouais, Et c'est pour ça apparemment c'est un des meilleurs outils pour le code aujourd'hui, mais pas que. Est-ce que, tu l'as utilisé et ouais. ouais, Ouais, j'ai t'as utilisé. c'est quoi comme retour, toi Bah, qui es dans effectivement, là-dedans? ça marche super bien. Déjà, je trouve que globalement, pour le code, même le modèle de base, là, le 4, ça c'est 4O, ouais. ChatGPT 4 ou Ouais, 4o. on est haut là, ouais. Déjà, je trouve que ça marche super bien. D'accord. En fait, Copilot, moi, je l'utilise en version intégrée dans mon outil de développement.
dans Ouais, VS Code. Et, euh, et en fait, c'est très pratique pour des petites autocomplétions, de la suggestion sur des petits volets, mais c'est vrai que souvent, bah, quand il y a des réflexions un peu plus globales, parce que ce qui est difficile dans la programmation, c'est pas tellement d'écrire ligne à ligne, c'est plutôt la réflexion générale, quoi. Comment tu organises, comment d'accord. tu agences les différents packages entre eux, enfin, quel système design tu vas utiliser, des choses comme ça. Et ça, pour le coup, je trouve que ChatGPT, le modèle 4o est déjà très performant. Et effectivement, pour avoir testé le dernier, c'est assez bluffant, quoi. Tu Ah as une ouais, réflexion complète. Et en fait, ce qui est, je trouve, très plaisant aussi, c'est que ça te donne pas de réponse très définie. Ça te donne plutôt des pistes de réflexion. Ça t'accompagne, en fait, dans la réflexion, je trouve. Et ça te dit les grands principes à respecter, moi, dans mon cas d'usage, hein, les principes à respecter, ce qu'il faut que je précise pour pouvoir choisir entre telle ou telle piste. Et ça fait une vraie réflexion, ouais, comme si c'est plus un accompagnement dans la réflexion parfois qu'une réponse, quoi. Et ça, je trouve ça hyper. Enfin, pour moi, c'est comme ça que c'est la bonne manière d'utiliser ces outils-là. Parce que je reste persuadé qu'il faut, pour comprendre les réponses que te donne et pour aller dans le bon sens, il faut quand même rester spécialiste de des questions que tu ouais, poses, en carrément. fait. D'ailleurs, souvent, si tu connais pas ton domaine, en fait, tu vas pas poser les bonnes questions. Donc, je pense pas que ça aide beaucoup n'importe qui à rentrer dans un sujet qu'il connaît pas du tout. Par Non, contre, moi pour coder, enfin, je sais pas du tout. Je suis pas du tout dedans et j'ai même pas tenté et je me lancerai pas à écrire un code. Ça sert parce à qu'en fait, rien. même si tu as tout le code qui est généré, tu vois, après, c'est OK, mais je le mets où? À quoi il Ben va ouais, se c'est ça, bien brancher? sûr. Dans quelle étape ça Ouais. intervient? Tout ça, c'est. Mais tout ça, je trouve que la dernière version de ChatGPT peut bien t'accompagner aussi là-dessus. Enfin, c'est assez bluffant. Et donc tu t'en sers comme gain de temps, mais aussi comme guide, entre guillemets, vision globale, réflexion. Plus que guide, ouais. Plus guide que gain de temps. D'accord, ok. Gain de temps, c'est des petits trucs du genre, je vais faire une liste d'idées et j'ai envie de la remettre au propre D'accord, et pas pour peut-être, générer spécialement du ouais. code. Pas beaucoup. Rarement. En fait, Certains paquets, euh, t'as dit, mais initia- initialement, je le faisais. Il y a une époque où je le faisais. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, j'étais quand même plus pertinent et efficace à d'abord réfléchir moins au problème. En fait, je ouais. trouve que c'est là où c'est un peu le risque, hein, quand tu surutilises ce genre de truc, c'est que tu oublies parfois de réfléchir toi-même. Oui, mais Et après, t'as des moins bonnes performances. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ouais, que je trouve que si tu réfléchis pas d'abord par toi-même, bah, tu poses pas les bonnes questions en fait. Donc je trouve que ouais, la manière la plus efficace d'utiliser, c'est d'abord de réfléchir un petit peu, ensuite de lui fournir tes bases de réflexion, et après, bah, soit lui demander d'aborder des questions auxquelles j'aurais pas pensé, ou alors reformuler pour m'aider à clarifier les idées, ouais. enfin, et itérer là-dessus. Mais je pense que bon, c'est difficile de s'affranchir de la réflexion personnelle propre pour que, sinon la réponse qu'il va donner sera pas adaptée à ton problème concret, quoi. Ouais, C'est ça, en fait. carrément. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et tu sais, bah, c'est ce que je dis souvent dans mes interventions. Et à la fin, il y a pas mal de gens qui me posent la question, tu sais, il y a cette crainte de la paresse mentale. Et Mm. là, je suis un peu mitigé sur ce sujet parce que c'est vrai que tu peux être tenté de te dire, bah, pas besoin de réfléchir, je vais faire par ChatGPT. Mais globalement, ce que j'observe, c'est que tous les gens à qui je parle, qui ont, alors toi, tu utilises régulièrement et puis tu es, un peu dedans aussi, hein, carrément, mais d'autres gens qui ne le sont pas du tout, qui utilisent son marketing ou rien à voir, hein, ou entrepreneurs, et ils sont pas tombés, et personne n'est vraiment tombé dans cette paresse mentale, déjà aujourd'hui, alors que c'est imparfait. Donc je suis pas très convaincu. Je pense pas que les gens, je pense que tout le monde repasse quand même sur ce qu'ils font, qu'ils se posent des questions, etc. À mon Ouais, avis, en fait, il y a pas. tu restes quand même responsable je veux dire, une fois que ChatGPT t'a généré quelque chose, Ouais, je veux dire, après que si tu l'envoies à quelqu'un, que t'en sers dans ton travail ou quoi que ce soit, tu restes responsable de cette information, de ce bout de texte ou quoi. Donc en fait, t'as la nécessité de vérifier.
Et en fait, souvent, tu te rends compte que tu as des choses à modifier. Et pour modifier des choses dans ce que ChatGPT a généré, tu es obligé d'y bien y réfléchir. Et donc, en fait, effectivement, la paresse mentale, je pense que tu t'en rends compte assez vite quand ça t'atteint. Et en fait, tu le corriges assez vite. Après, Ça me le fait futur, penser. je sais pas, hein, dans Ouais, le on futur. Bah, verra. ça se trouve, il fera des trucs, on se dira, pff, ça sert à rien. Ouais, Ça mais dans sert ce à cas-là, rien. il faudra quand même réfléchir à qu'est-ce que tu lui demandes, à quel moment. Ouais, carrément. Carrément. Parce Mais que de toute façon, la réflexion se déplace, en fait. un des trucs qui marche très bien, c'est de dire, pose-moi des questions pour mieux affiner tes réponses. Moi, je fais souvent Mm. ça. Je dis, pose-moi Ouais, des questions. Ah, les questions sont vachement pertinentes, hein, qui me ouais, font, ça, je moi, suis me d'accord. poser plus de questions. Mm. Et du coup, ouais. Ouais, tu disais, Et pardon. ouais, il y a une étude là, alors je me souviens plus exactement des résultats, enfin de la méthode, mais en gros, c'est une étude faite par le MIT, je crois, où ils ont comparé des développeurs qui utilisaient ChatGPT ou une IA génératrice de code pour faire je sais plus ce que c'était, une application ou quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, ils se sont rendus compte que les développeurs qui utilisaient l'IA euh, se rappelaient beaucoup moins bien des fonctions qu'il y avait dedans, du processus qu'il y Hmm. avait dans le code, que des personnes qui avaient tout fait eux-mêmes. Par contre, le temps de développement était énormément réduit avec l'IA. Donc en fait, d'un côté, tu gagnes en temps, mais tu perds en expertise de la solution que tu as développée. Et donc il y a un peu un Elle compromis, je pense, à remplace. trouver. Mais de toute façon, c'est aussi l'analyse moi que j'ai eue, c'est que l'IA sur plein de métiers, et évidemment sur ces métiers là de programmateur aussi, elle va grappiller des compétences dures. C'est sûr. Mm. C'est sûr qu'elle va venir grappiller des compétences dures. On va pas engager quelqu'un parce qu'il sait faire telle formule sur Excel demain, parce que ça l'est déjà intégré, c'est encore imparfait, mais demain on en rigolera. Les gars qui faisaient du Excel à la main, qui avaient des formules, on dira, ce sera improbable. On pourra tous le dire avec du langage naturel. Je pense que ce sera même plus possible. Donc forcément, ça va venir grappiller. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose en fait? C'est ça aussi là. Après là, on rentre dans une question un peu philosophique, mais on veut tous moins travailler pour d'avoir des tâches redondantes qui sont prises en charge. Après, on peut extrapoler à l'extrême, mais du moment qu'on gagne du temps, bah ok, on a moins d'expertise. Et alors, tu vois, c'est Bah ouais, ouais. Je pense que effectivement, les compétences techniques pures sont un peu, c'est un peu déjà le cas, hein, mais vont être remplacées. Par contre, là où ben, je pense que l'humain a encore beaucoup à apporter, et d'ailleurs, en fait, c'est dans quel but on veut utiliser cet outil, Hmm. quelles questions on se pose. Et donc, les compétences, ça va être bien comprendre un sujet pour savoir poser les bonnes questions, Ouais, bien déterminer où tu veux aller. Donc, toutes les questions, je pense, enfin, toutes les compétences de gestion de projet, réflexion un peu macro sur l'architecture d'une solution, sur comprendre les enjeux scientifiques ou les enjeux business ou des choses comme ça. ouais. Pour aller dans la bonne direction, c'est ça, je pense, les compétences qui seront le plus valorisées, quoi. Si on continue dans la même direction et qu'il y a à prendre des compétences techniques, je pense qu'on ira vers ça. De toute façon, on peut imaginer que jusqu'à un certain point. Après, déjà, si là, il y a 10 ans, on décrivait ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'on se dirait, mais non, c'est pas possible. Oui. Je pense que on peut extrapoler pendant les prochaines années, mais rapidement, on n'imagine pas comment on va évoluer, ce qu'on va accepter au fur et à mesure et comment nos modalités vont changer par rapport à tout ça. Là, on imagine avec notre perspective d'aujourd'hui, en fait, et les outils d'aujourd'hui, mais ça va tellement changer que... Mais je pense que quand même, on pourra jamais s'affranchir du fait qu'il faut quand même des gens qui comprennent exactement qu'est-ce qui se passe techniquement. Mhm. Ne serait-ce que pour continuer à développer et améliorer l'IA, il faut bien comprendre. Si tu veux améliorer Bah, ChatGPT, jusqu'à un t'es certain obligé de point. comprendre. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, là, on extrapole vraiment très loin. Et Ouais. je ne sais pas du tout quelle technologie serait capable de le faire. Mais tu sais, dans les 5 niveaux d'intelligence artificielle, là, le prochain niveau, on est dans les raisonneurs, là.
avec les modèles comme O1 qui commencent à raisonner de plus en plus intelligemment, mais on reste on n'a pas, ils n'ont pas forcément cette vision globale, etc. Cette compréhension macro, et encore, ça dépend des trucs, mais on doit, nous, être quand même là. Dans le cinquième niveau, le niveau ultime, on ne sait pas si on va jamais l'atteindre, hein, j'extrapole vraiment, c'est les innovateurs. Donc, c'est que peut tout faire comme nous, donc, et beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez inconcevable. Mais que peut-être à un moment donné, on se dira, tu te rappelles quand c'est nous qui développions l'IA, et que ça nous paraîtra improbable. Et qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Bah, ça sera encore, forcément, la société changera si on arrive à là, mais encore une fois, on peut pas l'imaginer avec nos systèmes actuels de répartition des ressources et de notre approche du travail, mais c'est encore, en fait, c'est tellement différent, je pense que c'est inconcevable. Et les gens, ils ont peur que ça arrive trop rapidement. C'est rapide, mais pas aussi rapide, je pense, ce C'est, développement. ça me fait penser à, toi, quand tu pousses un peu extrapoler vers le futur, ça me fait penser à un petit jeu sur navigateur là qui s'appelle Paperclip, je sais pas si tu connais. Ouais, 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 ouais. Oui, ils en ont C'est parlé, des, là, l'usine à trombone. exactement. Donc c'est Hmm. des gens qui ont fait ça. Je pense que c'est des gens qui travaillent dans l'IA et c'est pour dénoncer un peu les dérives potentielles d'une IA. Du coup, peut-être je peux expliquer rapidement Ouais, pour. ouais, ouais, explique, parce que moi, je l'explique très mal, et en plus, ça fait plein de fois que je regarde ce concept, et j'ai toujours un petit peu du mal, honnêtement, parce que je sais pas comme ça que j'imagine l'évolution de l'IA. Mais explique, explique. En fait, c'est un jeu où on contrôle. Enfin, en fait, on comprend un peu plus tard qu'on est nous-mêmes une IA. Le but, c'est de produire le plus de trombones possible. Et donc, l'objectif, c'est ça, c'est produire un maximum de trombones. Et pour ça, petit à petit, on a des gens qui nous font, donc nos développeurs qui peuvent nous donner accès à des ressources. On peut développer notre petite entreprise, avoir plus de matières premières, avoir plus de calculateurs pour ensuite produire des trombones, etc. Et petit à petit, on débloque des trucs comme ça. Et en fait, ça va jusqu'à consommer. En fait, à la fin, comme il faut produire encore plus de trombones, il faut utiliser le plus de matériaux possible. Les seules matières qui restent sur Terre, ça va être les humains, donc on consomme les humains. Après, il faut aller faire l'exploration spatiale, etc., etc. Bref, c'est poussé à l'extrême, mais la réflexion, c'est de dire, en fait, l'objectif qu'on donne à l'IA, donc c'est ce qu'on appelle les fonctions de coût aussi, c'est comment tu récompenses l'IA pour la faire avancer dans un sens. Hmm. Par exemple, quand tu parles d'IA qui vont créer d'autres IA, euh, c'est quoi leur objectif? Comment elles savent qu'elles accomplissent bien leur mission? Mais le choix de cette condition-là, ça détermine énormément ce qu'elles vont faire. Et en plus, c'est assez compliqué d'anticiper assez loin pour se dire quel va être le résultat final, puisque poussé à l'extrême, il y a certaines conditions et certaines fonctions de coût qui vont pas être pertinentes du tout, quoi. Et donc l'exemple de trombone, c'est de dire maximiser les trombones, en fait, c'est pas suffisant comme consigne pour faire quelque Ouais. chose qui marche bien, parce qu'à la fin, ça dérive. Et ça part, ça part et ça donne une IA qui est complètement incontrôlable. Et il y a pour les gens qui veulent checker un petit peu, il y a plein de vidéos sur YouTube aussi qui parlent, qui montrent ça aussi de manière imagée. Moi, en fait, je pense que le seul problème que j'ai eu avec ça, c'est que je trouve que la morale de l'histoire, elle n'est pas très bien mise en avant parfois. Dans certaines Mm. explications, peut-être c'est celle que j'ai eue moi. Et je me disais, ok, c'est quoi la morale? Mais effectivement, là, comme tu le dis, c'est au fur et à mesure des développements de l'IA, de bien spécifier quels vont être les objectifs pour l'IA, quelles vont être les dérives possibles, mais au fur et à mesure. Parce que là, on imagine que, je pense que des gens qui voient ça, qui ne se connaissent pas trop sur l'intelligence artificielle, ils se disent, c'est ça le futur, c'est une possibilité du futur. Oui, mais c'est une parmi de, de- d'infinies possibilités. Ouais. C'est un extrême. Et puis c'est toujours cette hypothèse sous-jacente qu'on retrouve beaucoup dans l'environnement, c'est si on continue comme ça, si on fait pas ça. Mais en réalité, on le voit déjà avec ChatGPT, les gens le font. Ils mettent énormément de guidelines, énormément ils font attention déjà à ces choses-là sur des modèles qui sont pas si puissants. Après, est-ce que l'IA va changer elle-même ses objectifs?
Peut-être, c'est une possibilité, mais parmi tant d'autres, puisque je vois pas pourquoi elle le ferait pour créer plus de trombones. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Euh, donc pour moi, c'est un exemple, mais qui devrait être accompagné d'autres exemples extrêmes, Bien aussi sûr. optimistes et futurs. Sinon, c'est juste un exemple qui a du succès parce qu'il est nourri par la peur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Ah, je pense que ça fait aussi appel à d'autres questions. D'ailleurs, ça devrait être sûrement peut-être la question centrale, mais c'est quoi l'objectif derrière pour les humains, quoi? Ouais, Est-ce ouais, que c'est c'est clair. parce que développer une IA toujours plus puissante, toujours plus, est-ce que ça a un intérêt aussi pour nous au quotidien? Est-ce que ça permet de mieux vivre ou je sais, enfin, là, on parle dans des questions vraiment plus larges, mais Ouais. Bah, on revient à cette histoire d'innovation, hein. On est-ce que revient c'est aussi à voilà, cette histoire est-ce que d'innovation. Elle est l'innovation sans pas cesse, c'est sans cesse après et pas. De toute façon, dans le capitalisme, en fait, moi, j'ai souvent sur des questions comme l'IA et l'environnement, quand tu enlèves les couches de l'oignon, comme disent les Américains là, tu reviens toujours à ce système capitaliste et à notre fonctionnement en tant que société. C'est à un moment donné, tu vas forcément te poser la question. Est-ce que la façon dont on fait les choses aujourd'hui est bien et pérenne, bonne et pérenne? Et moi, je suis partisan, et c'est une théorie, et je dis pas que c'est la meilleure, mais d'après ce que j'ai vu, entendu, lu, réfléchi, etc., c'est que forcément, on doit mettre des règles sur ce capitalisme. On doit le limiter. Et c'est très difficile parce que justement, quand tu veux favoriser l'innovation, il y a évidemment la droite traditionnelle et les théories traditionnelles économiques qui vont te dire il faut surtout pas de réglementation, il faut laisser le marché libre, etc. Tu peux avoir des marchés libres en mettant certaines restrictions, et moi je pense qu'on va devoir en mettre au niveau de l'intelligence artificielle et l'environnement, on voit déjà, hein, parce que sinon la course au profit, elle devient trop fanatique à un moment donné. Et on peut concilier les deux. Comment? Ça va se faire au fur et à mesure. C'est pour ça que je pense que tout le monde devrait s'intéresser à l'IA pour mieux comprendre et avoir aussi des arguments ouais, solides bien là-dessus. sûr. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et après aussi, tu vois, que tout le monde s'intéresse à l'IA, ça évolue tellement vite aussi que c'est compliqué quoi de Ouais, rester ouais. à jour, Non, à jour, ouais, c'est clair. et puis il y a tellement de gens qui, je pense, qui ont rien à faire aussi enfin, en tout cas, ça les intéresse pas, mais ouais. En tout cas, c'est le sujet. Je trouve que ça me faisait penser tout à l'heure quand tu parlais de l'avenir lointain. Il y a un livre là, alors, je crois que ça s'appelle La formule de Dieu, si je me souviens bien. Ouais, C'est un livre un peu, c'est de la réflexion sur bon, c'est de la science-fiction, hein, mais sur une page qui aurait été retrouvée d'un formulaire d'Einstein où il a écrit comme quoi il aurait compris en fait le sens de la vie, etc. ok. Et en fait, le sens de la vie, à la fin du livre, le sens de la vie, c'est de dire que 42. non, C'est pas ça, c'est ça de c'est un dire, autre livre, ça. ouais, je crois que c'est un autre livre, non, c'est de dire que bah, le but de la vie, c'est de créer une forme de vie qui puisse survivre à l'espace. Et donc, ça passe par les Hmm. robots, l'intelligence artificielle, etc., quoi. Et en fait, Ah, bah, j'ai pas lu ça, je ne connais pas. Ouais. l'humain est plus capable de vivre sur Terre, mais du coup, il a créé une forme de vie qui, elle, est capable de s'étendre dans les autres systèmes, etc., quoi. Alors, c'est très science-fiction, mais Toi, t'en penses quoi de ça? Tu penses que ça devrait être le cas, ou qu'on va y arriver, même si tu penses pas que on devrait y arriver? Je sais pas, c'est quoi ton approche là-dessus? je pense que je pense qu'il y a personne qui a vraiment trop de contrôle là-dessus, quoi. C'est un peu des phénomènes, enfin des conséquences, comment Hmm. dire. Je pense même qu'on veuille y arriver ou pas, ça dépend pas tellement de nous si on va le faire. Je pense qu'il y a une espèce d'inertie en tant qu'espèce qui fait Ouais. c'est un peu comme l'émergence du capitalisme, tu vois. Est-ce que ça a été décidé ou est-ce que c'est une émergence un peu naturelle Moi, je pense que c'est en des lien humains? avec notre nature humaine. C'est Ouais, quand tu regardes la nature humaine, on veut.
posséder quelque chose, on veut avoir plus, et on a réussi à trouver un système imparfait, mais sous lequel on s'organise. Et à chaque fois qu'on essaye autre chose, on revient naturellement à ce système. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être régulé et qu'on doit laisser tout faire Hmm, naturellement. Mais, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est de par ce qui se passe aujourd'hui et le déroulement, forcément, on va sûrement y arriver, quoi. ouais. Enfin, en tout cas, on Bah, va tendre vers ça. ou peut-être qu'aussi il n'y a pas d'issue, il y a peut-être pas d'issue possible aussi, hein. Hmm. Mais après, c'est des questions, je trouve, en fait, c'est des questions extrêmement spéculatives, quoi. Tu es là, Ouais, non, tu mais réfléchis à c'est des sûr. questions. C'est sûr. Mais c'est bien aussi. Mais je pense qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux et il faut comprendre où on en est aujourd'hui, concrètement. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon métier, hein, c'est de dire peut-être que les gens puissent s'y intéresser. Après, qu'ils l'utilisent ou pas, moi, je m'en fous, en fait. Moi, ça change rien pour ma vie. Mais je pense que par contre, là où je m'en fous pas, c'est qu'ils devraient pouvoir comprendre de quoi on parle, essayer, explorer. S'ils peuvent l'utiliser, eux, ils vont s'approprier une utilisation qui va dicter aussi l'évolution du marché. Et c'est pour ça que je parle aussi des dérives. Mais, mais en soi, il faut pas rester non plus enfermé dans ces spéculations futures, négatives. On est attiré aussi par les risques futurs. Comme ça que notre cerveau il a été Hmm, développé au fur et à mesure des milliers d'années, hein. Il faut se forcer aussi à avoir des futurs positifs. Il y a plein d'innovations qui sont développées avec l'IA, la technologie. Là, on en a parlé de certaines dans la médecine, mais pas que. Dans la transition énergétique, je bataille pour apporter de la nuance dans le sujet, au risque d'être traité de climato-sceptique que je ne suis pas. Mais dès que je donne de la nuance, oh là là, non. Il y a plein de nuances, il y a plein d'innovations qui peuvent arriver. Donc, après, ouais. c'est un sujet infini. Eh, je vois le temps qui défile. Il y a plein de sujets dont j'aimerais parler, mais je sais que tu as quand même plein de choses à faire. Et on a déjà dépassé le temps que je t'avais promis. Mais dis-nous un petit peu, dis-nous un petit peu plus où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut te suivre, parce que déjà sur LinkedIn, on est en contact et tu partages Ouais. des pensées intéressantes. J'essaye. Donc ça, c'est cool. Non, non, c'est vrai parce que c'est pas juste la dernière news que tu relais, c'est aussi on sent qu'il y a une réflexion derrière. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce que tu veux qu'on te trouve? Et je mettrai des liens, hein. Ben ouais, sur LinkedIn, j'essaie d'être un peu actif. Alors c'est toujours, j'évite de faire du bruit pour faire du bruit et j'aime bien partager des choses que je trouve intéressantes, mais ça prend du Ouais, temps. Donc je le fais pas forcément hyper régulièrement. Mais sur LinkedIn, ouais, en tout cas, je suis dispo, je réponds aux messages, etc. Je me suis inscrit récemment sur Blue Sky, d'accord. euh, qui est un nouveau réseau social un peu qui monte là. J'ai même pas. Euh, Ah si, j'ai entendu parler. c'est un peu l'alternative de X maintenant. Oui, 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 j'en ai entendu parler Voilà. dans un podcast, mais j'ai pas été checké. Ouais. Ok. Et après, j'ai un site aussi, simonbastide.com, Ok. alors qui est un peu en développement. En fait, j'avais fait une petite série à un moment qui s'appelait Infographics, enfin, que j'avais appelé D'accord. Infographics, où j'essayais de partager un peu tous les 2 semaines, 3 semaines, des petites idées avec un petit visuel un peu sympa, petites idées sur la vie de tous les jours. Ça prenait beaucoup de temps, donc j'ai un peu ralenti. Ouais, t'es occupé. En fait, toi, c'est pas ton Ouais, cœur de métier de partager des choses comme non. ça. T'as déjà ce projet dans ton entreprise aussi. Donc, Ouais. ouais. Mais là, j'essaye aussi de mettre en place un peu une nouvelle publication, un peu, je vais essayer régulière, mais ce serait sur les liens entre vraiment mon cœur de métier, donc les sciences du mouvement, biomécanique, et la data science. Et l'idée, c'est d'essayer d'aider les gens qui sont un peu dans ce domaine-là à, euh, à mieux structurer leur travail, savoir quoi faire dans leur quotidien, etc. Je ne sais pas encore trop quelle direction ça va prendre parce que c'est au tout Ouais, début, non, mais ouais. mais ça sera C'est sur cool, mon c'est une site bonne en tout idée, ouais. cas. Ça sera sur C'est une mon bonne idée. site et voilà. Donc si vous voulez me rejoindre sur le site ou en tout cas faire un petit coucou, donc sur le site ou LinkedIn principalement. Et bah top. Écoute, nickel, ça m'a l'air d'être super intéressant. Moi, je te suis toujours. Et c'est vrai que tu différencies.
de l'influenceur classique qui va relier un peu les derniers trucs. Moi, j'en relais des trucs comme ça aussi. Là, toi, il y a des réflexions derrière, donc je vous invite à suivre Simon sur LinkedIn. Eh ben, écoute, en tout cas, merci hein, pour ta participation aujourd'hui, pour ton temps, d'être venu sur le podcast. Et puis, comme je disais, on va retrouver ce podcast sur ma chaîne YouTube. Je vais le partager intégralement sur LinkedIn. Ensuite, je vais le couper en petits morceaux hachés, des morceaux qui peuvent intéresser peut-être un plus grand public. Donc, on le verra, on le reverra, et plein de petits passages aussi. Donc, merci pour ta participation. Et puis, je te dis à bientôt du coup. Merci beaucoup, merci Outsi. À bientôt. Ciao.